Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour Dimanche en politique, votre rendez-vous du week-end. Merci à tous d'être si nombreux à passer votre dimanche matin avec nous. Il a été maire de Châtillon-sur-Seine pendant 27 ans, conseiller départemental pendant 34 ans et depuis 2 ans, il incarne le visage de la Haute-Côte d'Or à l'Assemblée. Le député LR Hubert Brigand est notre invité. Bonjour Hubert Brigand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avec vous, on va revenir sur l'actualité de ces derniers jours, sur l'année politique des Républicains. Nous évoquerons aussi vos combats, la ruralité qui vous est si chère. Et puis nous évoquerons aussi peut-être vos failles, en tout cas votre méthode. Merci beaucoup d'être avec nous en tout cas ce matin. Vous êtes un petit nouveau dans l'hémicycle, le premier mandat de député à 69 ans. C'est un peu fou. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre à l'Assemblée nationale ? Alors on ressent bien sûr beaucoup de fierté, une grande fierté et une grande reconnaissance des électeurs de la 4e circonscription. Mais on a aussi conscience, ça a été mon cas, de la responsabilité qui est la mienne, parce que voter une loi, c'est quelque chose de très important, non seulement pour la France, mais aussi pour les Français. Donc je mesure quelle est la mission que j'ai, de très importante, hein, et au-delà de la fierté, grande responsabilité. Donc bien sûr, beaucoup de bonheur aussi. Rentrer dans l'hémicycle, c'est quand même très particulier. Et je prends conscience du fait que j'ai une lourde responsabilité. Peut-être encore plus particulier à 69 ans ? C'est moins courant ? Oh, je sais pas, peut-être, mais j'ai fait quand même le tour d'un certain nombre de mandats, hein, président de... Il est différent, celui-là ? Il est différent, oui, parce qu'on n'est pas en responsabilité directe, alors que j'étais en responsabilité directe, mairie, syndicat de communes. Donc c'est autre chose, on rencontre d'autres personnes, on est en contact avec les ministres, on est en contact aussi avec les lois, avec la vie de la France, hein. Donc c'est complètement différent. Alors la réforme des retraites, les invectives, le 49.3, c'est quand même un monde particulier depuis 1 an à l'Assemblée nationale. Vous avez réussi à trouver votre place ? Alors c'est un monde particulier. Les anciens disent que c'est une assemblée introuvable, complètement déchirée. C'est ce que je constate. Je ne peux pas comparer puisque j'étais pas là avant. C'est un peu décevant. Parce que on a plutôt des invectives qui viennent du côté de la NUPES, et d'ailleurs les reportages sont surtout axés sur la NUPES, ce qui veut dire que quand je suis en circonscription, les gens pourraient croire que c'est tous les députés qui sont malpolis, qui sont agressifs, alors que c'est quand même pas tout l'échiquier. Moi j'ai un certain sérieux, une certaine tenue. L'Assemblée nationale, c'est pas le bistrot du coin. Donc je prends ça avec beaucoup de sérieux et j'essaie d'accomplir mon mandat le mieux possible. Alors, sortie de la campagne de la Haute-Côte d'Or, montée à Paris, est-ce que vous assumez, vous, Hubert Brigand, cette image de local de l'étape à l'Assemblée ? Oui, bien sûr, et avec une grande fierté. Je suis l'élu du monde rural. Alors tout le monde se revendique d'ailleurs un peu du monde rural. Je dirais quelquefois à tort. Ils sont du monde rural, mais ils ont une ville de 25 000 habitants. Ils sont du monde rural, mais ils ont 103 communes. Alors ils ont l'impression que c'est un exploit. Et lorsque j'arrive en leur disant que moi, premièrement, j'ai la circonscription la plus grande de France, 134 km du nord au sud, de Grand-Cé-sur-Ours jusqu'à Saint-Jean-de-Bœuf, et que j'ai le plus grand nombre de communes, 342, quelquefois, je me demande s'ils ne me prennent pas pour un menteur. Voilà. Donc c'est une particularité, j'en suis très content, très fier, et je n'hésite pas le week-end à sillonner la circonscription et à faire 500 ou 600 km dans le week-end s'il faut. C'est ce que je vais faire d'ailleurs dans le week-end qui vient. On va parler dans un instant de vos combats et de vos dossiers en Bourgogne, mais d'abord je voudrais qu'on réagisse un petit peu à l'actualité de ces derniers jours. Hubert Brigand, si je vous dis « ferme ta gueule », oui, alors, c'est pas des expressions que, en ce qui me concerne, j'utiliserais comme ça en public. Ce sont les mots de Gérard Larcher, pour répondre à Jean-Luc Mélenchon. Gérard Larcher, je vais y arriver, le patron du Sénat de votre famille politique. Oui, famille politique ou pas, après chacun a son vécu et gère son mandat comme il le veut. Moi, c'est pas des termes que j'utiliserais. D'ailleurs, c'est des termes qu'on entend régulièrement à l'Assemblée nationale. Hein, assassin, j'en passe et des meilleurs. Hein. C'est un problème d'éducation, je pense. C'est un problème aussi de respect vis-à-vis des Français et de l'électorat. C'est une faute de parler comme ça, il a eu tort ? Oh, je dis pas que c'est une faute. Hein. Je peux comprendre que dans l'emballement, vu le contexte, hein,
Bon, ça peut arriver, ça peut échapper. Moi, j'essaye d'être, si vous voulez, assez strict et de donner une image de l'élu, une bonne image de l'élu, quelqu'un de respectueux, ce qui n'est pas toujours le cas des élus. Vous qui êtes connu pour votre franc-parler, ça n'aurait pas pu vous arriver ? Je dis pas que ça peut pas m'arriver, parce que j'ai quand même un certain nombre de sujets de mécontentement que je découvre en étant à l'Assemblée nationale. Donc j'aurais de quoi utiliser ce type de langage. Alors je voudrais qu'on réagisse maintenant sur une autre actualité, c'est l'attaque terroriste à Paris. Le week-end dernier, une attaque au couteau et au marteau. Un touriste de 23 ans a été tué près de la Tour Eiffel. L'assaillant était un Français de 26 ans, né de parents iraniens, converti à l'islam, suivi par les renseignements pour radicalisation et déjà condamné pour terrorisme. Est-ce que vous dites, comme Gérald Darmanin, c'est un ratage dans le suivi psychiatrique ? Non, je dirais pas que c'est de la faute du médecin. Si vous voulez, quelqu'un qui se promène dans les rues de Paris avec un couteau et avec un marteau, je sais pas si vous vous rendez compte, un coup de marteau sur la tête dans les rues de Paris, quoi. Où va-t-on, quoi ? Je dirais pas que c'est de la faute du médecin. Qu'est-ce que vous dites alors, vous ? Je dis qu'il y a un problème dans les contrôles. Et alors là, on attaque un sujet à travers ces attentats, peut-être le sujet de l'immigration. Alors les attentats, maintenant, c'est tout. Est-ce que vous faites un lien entre... Oui, évidemment. On va y revenir, hein. Mais si vous voulez, c'est régulier, quoi. Il y a eu Arras, il y a eu Annecy, il y a Bir Hakeim, il y a Crépol. Alors Crépol, d'ailleurs, on ne sait toujours pas le nom des assaillants. Bref. On va y revenir à Crépol, mais d'abord oui. Sur cet attentat-là, est-ce qu'il faut de nouvelles mesures ? Est-ce qu'il faut de nouvelles lois ? Ah oui, mais bien sûr, parce que... alors bien sûr, on a su pendant 2 jours qu'il s'appelait Armand R. Alors là, c'est pareil, c'est nouveau. On nous cache l'identité des gens. Bon, je pense pas que ça soit les journalistes, c'est pas que c'était le procureur. Mais on nous prend vraiment pour des Français de seconde zone ou quoi. Voilà. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui est français, qui a été naturalisé, peut-être d'ailleurs un peu trop vite, hein, sans contrôle. Hein, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un professionnel de l'attentat. Il a un passé très très lourd, il a fait des années de prison, il était fiché partout. Bon, et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit problème, quoi. Parce que ça se multiplie, c'est des drames, quoi. Vous vous rendez compte, le touriste, il vient en vacances en France, et il se fait assassiner. Où est la sécurité, quoi ? Aujourd'hui, 8 Français sur 10 se disent très inquiets de la menace terroriste. 8 Français sur 10, on imagine qu'il y en a dans votre circonscription. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces gens-là ? Alors, je leur dis premièrement, ils ont raison. Ils ont raison. Alors, M. Darmanin... on parle quand même des Jeux Olympiques, parce que maintenant c'est le sujet d'actualité. Il va y avoir des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs et de touristes donc dans les rues de Paris. Mais alors qu'est-ce qu'on fait, Hubert Brigand ? Parce que depuis tout à l'heure, je vous entends dire ça va pas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on voit peut-être. Alors on s'aperçoit. Alors il y a quand même une relation avec la loi sur l'immigration, parce que les chiffres sont là. C'est pas moi qui les donne. C'est que il y a, je ne me rappelle plus, 30% d'attentats qui sont issus d'étrangers, et la population carcérale, pareil, 30%. Ce qui veut dire qu'il y a un problème, même si on le nie, c'est un constat. Et d'ailleurs, les Français ont fait ce constat, qu'il y a un problème entre les attentats, même si là, Armand R était français, il y a quand même un problème. D'où la loi sur l'immigration, qui, à mon avis, la loi de M. Darmanin, elle ne change rien du tout. Alors, je vous propose qu'on parle de Crépol avant, et on reviendra effectivement sur ce projet de loi immigration juste après. Autre fait qui enflamme le débat, avoir le pays depuis 2 semaines, c'est donc la mort du jeune Thomas, 16 ans, tué d'un coup de couteau au cours d'une fête de village. C'était à Crépol, dans la Drôme, le 18 novembre. Est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui 2 France face à face irréconciliables ? Oui, alors, c'est ministre de l'Intérieur Collomb qui disait que jusqu'à présent nous étions côte à côte, et qu'il l'avait prédit, il a décédé, paix à son âme, il avait dit bientôt nous serons face à face. Ben oui, parce que la réalité nous le montre tous les jours, quoi. Et ça va en s'accélérant. Ça va en s'accélérant. Je pense que la France, aujourd'hui, n'a pas les capacités d'accueil, n'a pas les organisations dans les préfectures, n'a peut-être pas aussi les moyens, je ne sais pas, d'accueillir autant de migrants. Finalement, c'est des gens qu'on accueille dans des conditions déplorables. Donc, il faut faire quelque chose. Ils couchent sous des tentes, sous les ponts de Paris, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Vous êtes, vous aussi... C'est pas humain, en plus.
Mais il y a un problème d'organisation et il y a un problème de loi qui n'est pas adapté. Vous êtes vous aussi élu dans un territoire comme celui de la Drôme, avec des jeunes qui peuvent s'ennuyer, de la déshérence, de la violence. Ça aurait pu se passer dans votre circonscription? Et bien sûr, Crépol, 400 ou 500 habitants, c'est des communes peut-être les plus grosses, les plus importantes dans ma circonscription. Donc ça peut arriver partout. Avant, on se disait à la campagne, on est un peu épargné. On s'aperçoit que c'est plus du tout le cas. Donc il y a un vrai problème. Il y a une désespérance énorme dans le milieu rural. On a affaire à des mensonges parisiens dans tous les domaines. Je ne vais pas vous en faire la liste. Moi, je découvre le mensonge gouvernemental. Voilà. Et je découvre deux mondes que lorsque je vais à Paris, je me dis, mais c'est pas la même France. C'est de l'autosatisfaction permanente du gouvernement. Et quand je reviens ici, je suis content de remettre les pieds sur terre. Là-bas, ils ont la tête dans les étoiles. Et nous, ici, en Côte-d'Or, dans la 4e circonscription, on a les pieds sur terre. Donc, c'est pas... Il y a une désespérance. Il y a une déception aussi des Français. Je pense qu'il faut en prendre conscience, parce qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer. Alors, je vous propose qu'on parle du projet de loi immigration. C'est l'un des dossiers chauds à l'Assemblée en ce moment. Le texte final sera examiné lundi dans l'hémicycle. Les députés LR ne voteront pas ce texte, ils l'ont déjà dit. Hubert Brigand, vous passez vos journées à dire que rien ne va sur l'immigration et quand un texte arrive, c'est non. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans ce texte ? Ce qui ne me va pas, c'est que ça ne change rien. La loi Darmanin ne change rien. C'est de l'enfumage. C'est des effets de tribune, parce que M. Darmanin, c'est quelqu'un de dangereux, parce que son vrai souci, c'est pas l'immigration, c'était de sortir une loi, de la faire voter 149.3, parce que lui, ce qu'il pense, c'est 2027 à la présidentielle. Voilà, c'est son sujet. Il y a quand même des mesures pour envoyer les gens en situation irrégulière, expulser les délinquants étrangers. Ça, c'est des choses qu'il y a dans le texte. On va voir d'ailleurs le débat attaque lundi. On va voir ce qui va en sortir le 22. Bon, donc on n'est pas au 22. Est-ce qu'il y aura des amendements que nous avons déposés qui vont passer? Dans cette loi, je prends le délit de séjour irrégulier, supprimé. Le renforcement des conditions de séjour, supprimé. Le dépôt de caution pour obtenir un premier titre de séjour étudiant, supprimé. On voulait un fichier pour ceux qui se déclarent mineurs, qui n'y sont pas, supprimé. Tout est supprimé. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ce qui veut dire que le fichier S, tous ceux qui ont été jugés ne seront toujours pas expulsables. Donc, on tournicote, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la famille LR ce week-end? Il y a des discussions pour voir comment on va travailler autour de ce texte? Il y a des discussions. Nous, on avait un certain nombre d'amendements. Ça ne vous a pas échappé que sur 180 amendements, il y en a 13 secondaires qui ont été retenus par la commission des lois où le patron est bien sûr un macroniste. Hier, nous avions notre niche LR. Nous avions le premier sujet à l'ordre du jour, de revoir le traité de 1968 avec l'Algérie. Donc tout ce qu'on propose est repoussé par une alliance, et ça, il faut quand même que les téléspectateurs le sachent, entre les macronistes et la NUPES. La semaine dernière, nous avions des lois qui tournent autour du tourisme et des résidences secondaires. Tout a été refusé. Alliance macroniste plus NUPES. Hier, nous, pour nos niches, idem. Alors là, je pense qu'ils vont être encore complices pendant 15 jours pour la loi sur l'immigration. Et ça, il faut le dire, parce que des fois, on nous taxe, nous, de ceci, de cela, les LR. Mais l'alliance NUPES-macroniste, elle est là, tous les jours, à l'Assemblée nationale. Je le dis aux téléspectateurs. Hubert Brigand, vous êtes républicain. Je voudrais maintenant qu'on regarde ces affiches de films. Hubert Brigand, l'année politique des Républicains en film en 2023, ce serait quoi ? Regardez, vous avez les tontons flingueurs, les liaisons dangereuses, y a-t-il un pilote dans l'avion, Scream, à bout de souffle, ou Autant n'emporte le vent? Je vous vois sourire. Alors, je ne sais pas, j'en vois pas qui me conviennent. Chez les LR, il y a de l'espoir. Voilà, c'est le nouveau film peut-être qui viendra. Voilà, alors, tout ça pour dire que chez les LR... Il y a des soucis comme ailleurs. Il y a quand même eu un printemps très compliqué avec la réforme des retraites, avec deux clans, le clan d'Éric Ciotti, le clan aussi d'Aurélien Pradier, député du Lot. Vous étiez d'ailleurs derrière lui. À ce moment-là, la famille LR, elle a failli exploser. Aujourd'hui, Hubert Brigand, est-ce que la hache de guerre est enterrée? Non, alors...
On a au moins l'avantage, c'est qu'il y a une certaine liberté, tout en restant correct avec le mouvement. Vous savez, chez les macronistes, entre les Renaissances, le Modem et puis Horizon, c'est pas de la tarte, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est encore plus compliqué que chez nous. Je vous parle de vous, parce que vous étiez opposé, vous, publiquement, à Éric Ciotti. Vous avez dit, je vous cite, c'est pas la peine de m'expliquer, je voterai pas ce texte, la réforme des retraites. Va voir ailleurs. Ça, ce sont vos mots au moment du vote de la motion de censure, que vous avez finalement pas voté. Oui, bien sûr. Moi, je n'étais pas pour cette réforme des retraites. Bien. Et j'ai pas voté la motion de censure parce que j'étais là depuis quelques mois. Et peut-être un peu naïvement, je me suis dit, on va pas faire sauter le gouvernement tout de suite. Bon, voilà. Bien, d'ailleurs, si je l'avais voté, ça n'aurait rien changé, il n'y aurait pas eu de majorité. Ça serait aujourd'hui, j'aurais un raisonnement différent. Parce que le gouvernement méprise les opposants, les LR entre autres, avec des invectives, avec des tenues, des fois des ministres, si vous regardez un petit peu les questions au gouvernement, qui sont limites. On parlait tout à l'heure d'insultes, c'est limite. Je trouve qu'ils ne sont pas corrects avec les opposants. Donc, de grandes déceptions, je suis très très déçu. C'est drôle, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut clarifier les choses par rapport à Emmanuel Macron? Est-ce que c'est du soutien d'Emmanuel Macron ou de l'opposition simple? Je crois que vous avez répondu à la question. Si vous voulez, il n'y aura pas de... Je vais compléter. Moi, déjà, j'ai été élu pour défendre la France et pour défendre le monde rural et la 4e circonscription. Et je ne retrouve pas, aussi bien chez Emmanuel Macron que dans ce gouvernement, le moindre geste, le moindre signe, le moindre centre d'intérêt pour le monde rural. Ça n'existe pas. Hein, tout va très bien, Madame la Marquise, c'est ce qu'on entend tous les jours de par nos ministres. Oui, tout va très bien à Paris, dans les métropoles, mais nous, on pourrait attaquer un petit peu tout ce qui ne va pas dans la ruralité. Donc moi, je suis très, très mécontent du gouvernement. Et cette loi sur l'immigration, c'est les hallucinations de Darmanin, elle ne changera rien. Donc on va passer du temps, peut-être pour terminer par un 49.3, c'est la 30e loi en 20 ou 30 ans, et ça ne changera rien. Il faut que les gens le sachent quand même. Alors, je vous propose justement qu'on parle un petit peu de vous et de la Bourgogne. Vous vous affichez, on l'a bien compris, en défenseur de la ruralité. Il y a une semaine, vous nous avez envoyé une photo. Vous êtes à côté, on va la voir, cette photo à côté d'un panneau retourné à l'envers. Alors, c'est pas une blague. C'est une revendication des agriculteurs pour dénoncer les contraintes environnementales et administratives de plus en plus lourdes. Pourquoi vous avez fait cette photo ? Ben, écoutez, moi je suis ardent défenseur du monde rural, ça tout le monde le sait, c'est mon cheval de bataille premier, c'est mon critère de vote premier. Bien. Là... Ça a toujours été comme ça, depuis le début de votre carrière? Oui. Moi, je suis très fier du monde rural. Je trouve que maintenant, mais même avant, on s'est guère préoccupé du monde rural. D'ailleurs, si on s'en était préoccupé un peu plus, on n'aurait pas eu cet écart grandissant entre la région parisienne, avec 20 millions d'habitants, et puis une désertification en milieu rural. Alors là, si vous voulez, je suis assez content de cette photo. Ben, parce que ça montre un peu la souffrance et le désespoir du monde rural, des agriculteurs, entre autres, puisque là, c'était une opération des jeunes agriculteurs que je côtoie régulièrement et je les salue d'ailleurs. La souffrance, ça veut dire quoi? Que le monde ne tourne plus à l'endroit? Ça veut dire qu'on a la tête à l'envers. Ça veut dire qu'à Paris, on a la tête à l'envers. Pas dans la 4e circonscription. Hein, voilà. Il aurait bien fallu que le panneau de la ville de Paris soit retourné aussi. Vous voyez, tiens, il faudra que j'y pense. Hein. Bien, voilà. Ce sera votre prochaine photo. Oui. Si vous voulez, à travers ce panneau, bien sûr, est-ce qu'on veut... Alors, au démarrage, c'était l'agriculture, mais il n'y a pas que ça qui ne va pas en milieu rural. Hein. Alors justement, je vous propose d'écouter... On va écouter un extrait, parce que la ruralité, c'est un discours que vous portez aussi, bien sûr, et beaucoup dans l'hémicycle. Oui. On écoute un extrait à l'Assemblée. De vous, c'était au printemps dernier, puis on en parle juste après. Je souhaite attirer une nouvelle fois votre attention sur la fracture sanitaire dont sont victimes les habitants de la 4e circonscription de la Côte d'Or. Moi-même qui vous parle aujourd'hui avec une voix enrouée, je me débrouille pour prendre du sirop. Je n'ai même plus de médecin traitant depuis le départ à la retraite de mon médecin de famille. Les 3 problèmes principaux qui se posent sur mon territoire en matière d'accès aux soins n'ont rien d'original. Des médecins en nombre insuffisant. Nous avons cruellement besoin de médecins généralistes, de spécialistes, ophtalmo, ORL, gynécologues, etc. Alors, vous souhaitiez ce jour-là évoquer l'accès aux soins, le manque de médecins. Hubert Brigand, est-ce que c'est un handicap d'être un élu d'une circonscription rurale? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que quand vous prenez la parole, on vous écoute autant qu'un élu d'une grande ville?
Alors, c'est pas un handicap, c'est une fierté. Premièrement, d'être élu rural. Heureusement qu'il y en a encore quelques-uns, parce qu'on en a supprimé pas mal avec les réformes qui ont gommé. Mais est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que c'est pas un handicap parfois? Alors, c'est sûr que à Paris, je représente pas beaucoup. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça veut dire que pour se faire écouter, c'est compliqué. On essaye, mais je vais peut-être en faire un peu plus. Hein, j'en fais pas assez, à mon avis. Hein, parce que si je faisais des grands gestes dans l'hémicycle, j'aurais les caméras sur moi et on se dirait, il vient d'où? Donc je vais peut-être le faire. On vous voit souvent dire, je suis contre, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Est-ce que c'est constructif, ça, Hubert Brigand, d'être toujours contre tout? Ben, je suis pas contre tout. Je suis contre le fait qu'on est abandonné par le gouvernement. Oui, donc là, si vous voulez, là c'est un cri de désespoir que dans l'hémicycle là. Si vous voulez, mais est-ce que j'ai été écouté? Non. Parce qu'en général, les ministres, ils ont une feuille pour répondre et ils répondent à côté de la plaque. Ils ont quand même fait des choses, le gouvernement. On a vu des services publics qui revenaient, des sous-préfectures. Je pense à Clamecy dans la Nièvre. On a vu des brigades de gendarmerie. Il me semble d'ailleurs que vous en avez une qui va arriver à Châtillon, des maisons de services publics. Il y a quand même des choses. Oui. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez, c'est pas avec ça, c'est pas avec les 2-3 exemples que vous venez de donner qu'on va redensifier le monde rural, qu'on va recréer des emplois, qu'on va attirer les jeunes, qu'on va les fixer. Ce qu'on voudrait, nous, c'est des entreprises privées, c'est du travail. Mais qu'est-ce qu'il faut alors ? Comment ? Qu'est-ce qu'il faut alors ? Ce qu'il faut, alors quand j'ai expliqué au ministre de l'Industrie que nous, on avait quand même quelques soucis, il y avait une usine de fermée à Sainte-Colombe, des emplois de supprimés à Montbard, une usine qui ferme au Bénard-et-les-Laux, mais il m'a dit, monsieur, mais tout va bien, on a ramené 1,5 million de salariés de l'étranger, on vient d'ouvrir une usine à Dunkerque pour fabriquer des batteries. Mais suis-je de moi, quoi ? Moi, je lui parle de la 4e circonscription, il me répond Dunkerque. Voilà. Pourquoi les 3000 salariés de Dunkerque, ils ne sont pas dans la 4e circonscription? Mais il n'est pas chef d'entreprise. Non, il est ministre. Oui, vous pensez que le ministre de l'Industrie, il n'a pas de contact avec les investisseurs étrangers? Bon, voilà, moi j'aurais bien voulu qu'il l'amène ici dans la 4e circonscription. Ben non, c'est à Dunkerque, c'est en région parisienne, c'est déjà dans des endroits où il y a une surdensité avec tous les problèmes que ça pose, d'investissement routier, ça coûte une fortune d'installer, de créer des emplois dans des métropoles. Ici, on a des logements, on aurait... Bon, ben non, ça intéresse personne. Alors vous avez envoyé une Donc lettre... c'est mon combat, je le dis aux téléspectateurs, c'est mon combat, je n'ai pas lâché ça comme ça. Vous avez envoyé une lettre à Emmanuel Macron demandant la création, c'était il y a quelque temps, d'un RER rural. Hubert Brigand, le RER, c'est l'avenir du monde rural, d'après vous? Alors, écoutez, si vous voulez, là, il a annoncé 10 RER à 1 milliard, 10 milliards, hein, pour que dans les grandes villes, où on a entassé des gens, on l'a voulu, ça. Et aujourd'hui, on se dit, mais il circule mal. Donc, on met 10 milliards. Alors ici, on ne circule pas. Le plan vélo, ils nous sortent des plans vélo. Mais dans la 4e circonscription, on les travaille en vélo, vous? Bon, et pourquoi on n'aurait pas un petit milliard, nous, dans la 4e circonscription? Pourquoi c'est pour la région parisienne et pour les métropoles? Voyez? On vous a répondu? Vous voyez pourquoi je suis... on vous a répondu? Oui, on m'a répondu, un truc, j'ai rien compris. Hein, des trucs, vous savez, le truc classique, là, hein, on vous écrira. Voilà, bon. Mais je ne m'attendais pas à autre chose, si vous voulez. Et là, si vous voulez, c'est ça qui n'est pas normal. Hein, c'est de mettre des milliards dans les métropoles où il y a déjà trop de monde, trop d'emplois. On nous dit qu'il n'y a plus de logements. C'est normal peut-être de mettre des transports quand il y a plus de monde. Ah ben oui, mais alors à ce moment-là, c'est le chat qui se mord la queue. Hein, il y a plus de monde, on met des transports. Comme il y a des transports, il y aura un peu plus de monde. Alors, et nous, alors, à quel moment on va se soucier réellement de nos problématiques, hein, école? Alors, on peut, si je vous listais, ben, vous avez regardé en dessous le panneau, il y a tout ce qui ne va pas chez nous. S'il y avait un dossier que vous aimeriez voir aboutir avant la fin de votre mandat, ce serait lequel, Hubert Brigand? Alors, si vous voulez, j'aimerais qu'à un moment donné, le gouvernement, puisque soi-disant, il est en train de ramener 1,5 million d'emplois, nous dit Bruno Le Maire. Lui, il nous en dit, hein. Du vrai, du faux, d'ailleurs. Hein. Donc, quel projet alors, pour vous? J'attends combien sur le 1,5 million, combien... Alors, premièrement, il nous faudrait de l'emploi privé, je pense. Hein. Et puis, deuxièmement, on a parlé beaucoup des décentralisations administratives. Bon, mais c'est pas par 5 ou 10. Il y a des centres qui sont installés en région parisienne. Est-ce que vraiment, avec les techniques d'aujourd'hui, avec la fibre, etc., tout doit être concentré en région parisienne? Mais qui se pose la question? Personne. Hein, nous, on aimerait bien avoir aussi des bureaux. Alors, qui va y penser dans le gouvernement? Est-ce que les agents ont envie de venir chez vous? Pardon? Est-ce que les agents ont envie de venir? Mais pourquoi pas?
savez, vous l'avez vu que le Covid, c'était qu'un feu de paille, malheureusement. Les gens sont bien revenus et ils disent « Ah, vraiment, on est bien là. On est bien, mais on retourne à Paris parce que le travail nous attend là-bas. » Hubert Brigand, si tous ces dossiers-là pour la ruralité ne marchent pas, vous représentez pour un second mandat de député à 74 ans ? Ah ben oui, je vois pas. Si vous voulez, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de forme, de volonté, d'ambition, d'action. Et j'ai une chance inouïe, c'est que je suis en bonne santé. Je peux faire 600 ou 700 kilomètres tous les week-ends, ça me dérange pas. C'est ce que je vais faire ce week-end là. Non, je suis passionné par mon mandat là. Et je me dis que peut-être en faisant du buzz, j'en fais pas assez du buzz. Vous avez raison. Peut-être qu'un beau jour je vais être repéré et qu'il y a des ministres qui vont dire mais celui-là il vient d'où ? Je vous ai posé la question. C'est bientôt la fin de l'émission et il reste moins d'une minute. Une dernière question. Quelle est l'image pour vous la plus marquante de l'année 2023 ? Alors, ça serait plutôt une image peut-être d'inquiétude, malheureusement, qui ne concerne pas que la 4e circonscription. C'est la sécheresse, si vous voulez, les conséquences de la sécheresse sur l'agriculture, sur les feux de forêt, sur la planète. Alors, il y a des COP 21, 27, il y a des G7, des G9. On ressort. Voilà, personne ne veut céder. Il y a des pays qui polluent la planète, comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis. Les années passent et on ne fait rien. Donc l'image, ça, c'est vraiment pour moi un vrai souci. Et je voudrais rappeler qu'on a l'agriculture la plus écologique de France. Donc c'est pas eux qui nuisent en France. Il y a d'autres facteurs. C'est pas de ça que devient la problématique de la planète. C'est les pays qui ne se soucient absolument pas de l'avenir. Et ça, c'est une grande inquiétude. Merci. C'est mon image un peu négative, malheureusement. Merci Hubert Brigand d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Passez un très bon dimanche. Tout de suite, la suite de Dimanche en politique. Francis Letellier. À bientôt.